Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse en profondeur du film Joker. Il s'agit évidemment d'une vidéo qui se destine à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu le film, sachant que ma critique sans spoiler est déjà disponible depuis le début de la semaine sur la chaîne. Et si vous voulez un résumé très rapide de cet avis, eh bien il faut absolument que vous alliez voir ce film. Dans cette vidéo, je vous parlerai entre autres du symbolisme des couleurs, des différentes interprétations qu'on peut donner aux événements du film, ou encore de quelques références aux comics, mais pour le moment, je vous propose de nous intéresser au choix de réalisation et aux quelques références de Todd Phillips, qui est donc à la fois co-scénariste et réalisateur, et puis aussi on va forcément évoquer la performance incroyable de Joaquin Phoenix. Après des films comme Very Bad Trip, on n'attendait pas forcément Todd Phillips pour dépeindre l'inexorable descente d'un homme dans la folie, plutôt qu'une rapide chute dans une cuve de déchets toxiques. Le sens de l'ironie ainsi qu'un certain regard plutôt incisif sur la société de Todd Phillips n'ont pas échappé à Joaquin Phoenix, et cela a participé à le convaincre d'accepter ce rôle de Joker, en plus du scénario bien sûr. Et il faut savoir que les deux sont plutôt d'accord pour décrire cette expérience comme plutôt une bonne partie de rigolade, comme quoi il n'est pas forcément indispensable, en tout cas pas pour tous les acteurs, de se mettre dans le bad pendant 6 mois pour incarner un pauvre diable. Et là forcément on pense à Jared Leto, un spécial dédicace aux petits cadeaux qu'il envoyait à ses collègues acteurs sur le tournage de Suicide Squad, comme par exemple des préservatifs usagés ou encore un rat vivant à Margot Robbie. Je ne serai ni le premier ni le dernier à souligner que c'est toute une époque du cinéma qui transpire à l'écran dans ce Joker, un cinéma issu des années 70 et début 80, avec du Scorsese évidemment, mais aussi des films comme Network de Sidney Lumet, ou encore Death Wish, un justicier dans la ville en français, ce qui me fait penser d'ailleurs que la gueule de Charles Bronson me manque enfin. Pour moi, Taxi Driver et King of Comedy, ou La Valse des Pantins en VF, restent les influences les plus présentes, tout comme vient le souligner le clin d'œil sarcastique consistant à mettre Robert De Niro dans le rôle que tenait Jerry Lewis face à lui dans King of Comedy. Joker est fondamentalement naturaliste et n'utilise les effets visuels que pour compléter l'urbanisme d'une Gotham qui renvoie clairement à la New York violente et sans pitié de début 80, une cité que Phillips voulait très verticale, décadente et oppressante à souhait. En termes de direction photo, Joker passe souvent entre les gros plans sur Arthur, son visage, et les plans larges avec une focale à grand angle pour souligner l'insignifiance du personnage perdu dans cette ville immense. D'ailleurs, le nom de famille d'Arthur, Fleck, en tout cas le nom de famille qu'on lui connaît, et qu'on peut traduire par tache ou encore poussière, vient ponctuer la question qu'il se pose sur la réalité même de son existence, et du coup pour se prouver à lui-même cette réalité, il faudra qu'il existe dans les yeux d'autrui, et peu importe que ce soit en y trouvant du rire, de la terreur ou de la répulsion. Dès la toute première scène du film, on retrouve cet Arthur, isolé même en compagnie des autres, face à son reflet, obligé de porter un maquillage, celui de la normalité, que la société le force à appliquer sur une différence, une anomalie qu'elle ignore au mieux ou rejette en bloc le plus souvent. On trouve déjà là dans ce premier plan un bon résumé de ce Happy, comme l'a surnommé sa mère, ce garçon si triste et pourtant qui est la plupart du temps apparemment heureux, comme elle le souligne dans une folie très contradictoire dans sa dernière lettre adressée à Thomas Wayne. D'ailleurs, si vous revoyez le film, ce que je vous recommande chaudement de faire, vous constaterez que la première fois qu'on découvre plus ou moins le visage du Joker dans le film, c'est lorsqu'on découvre Penny Fleck dans la pénombre de sa chambre, à peine éclairée par cet écran de télévision. Et oui, on retrouve ce visage très pâle, les cheveux filasses avec de vagues reflets verts et les lèvres soulignées de rouge, voilà qui ne trompe pas. Et les couleurs du film, justement, parlons-en, et principalement du jaune et du vert, qui sont omniprésents aussi bien dans les décors de cette ville de Gotham que dans les filtres lumineux appliqués à certaines scènes clés. Ce n'est que mon interprétation, mais pour moi le jaune représente la folie et la violence du monde extérieur et de la société, une violence qui effleure Arthur avec un premier taxi lors de la toute première course-poursuite, avant de le frapper en plein visage avec sa propre pancarte. Un jaune omniprésent dans le fatidique métro de nuit ou encore dans les couloirs de l'hôpital d'Arkham, le jaune du manteau de Bruce Wayne également, un garçon destiné lui aussi à la névrose. Toutefois, lorsque la transformation d'Arthur en Joker sera quasiment complète, cette violence extérieure ne pourra plus l'atteindre, tout comme l'atteste ce taxi qui le frappe de plein fouet dans la course-poursuite avec les policiers, et Arthur, ou plutôt le Joker, se relève alors sans vraiment une égratignure. Cette transformation passe évidemment par le vert, la couleur du Joker par excellence, le vert du carrelage des murs de la salle de bain qui vient écraser l'illusion rose d'une douceur maternelle fantasmée. Joker, c'est clairement l'histoire d'une transformation, voire celle d'une monstrueuse éclosion,
alors que la musique contenue au sein d'Arthur et emprisonnée pendant des années va enfin prendre un trait macabre en vol. Comme avaient pu en convenir Todd Phillips et Joaquin Phoenix avant même le début du tournage, il y a une espèce de musique intérieure qui est portée par Arthur, d'où l'importance capitale de la bande originale de ce film, composée par Hildur Guðnadóttir et que j'avais présenté par erreur comme un homme dans ma vidéo de critique sans spoiler. Et il faut savoir que le réalisateur diffusait souvent la musique de la compositrice pendant le tournage et Joaquin Phoenix a pu dire à ce sujet qu'il n'avait jamais été autant influencé dans son interprétation par la musique d'un film. Cette musique d'Arthur est profondément refoulée, que ce soit par la société, son traitement médicamenteux et par lui-même, et elle ne s'exprime que par des quintes de rire très douloureuses et qui correspondent à une maladie bien réelle que Joaquin Phoenix a étudiée, en plus de perdre ses 25 kilos. Difficile de savoir si elle a toujours été si terrible, mais cette musique, quand elle ressort enfin et passe par les moments de danse d'Arthur, se révèle particulièrement inquiétante. Il faut dire que son rythme est toujours en décalage avec celui d'autrui, comme lorsqu'il rit à contretemps dans le club Pogo du nom du terrible clown tueur des années 70. Comme on le sait, le rire est révélateur des normes sociales et le propre d'un humoriste, c'est de savoir les maîtriser et jouer avec elles pour provoquer l'hilarité de son public. Il n'est donc pas très étonnant qu'Arthur ne soit pas considéré comme drôle par la plupart des gens, comme le lui fait remarquer sa mère, sans doute l'une des pires choses à dire à un aspirant au stand-up. En étant attentif, on peut dire que la transformation d'Arthur en Joker utilise assez subtilement la métaphore pourtant classique du papillon. On le distingue notamment dans sa danse avant d'entrer en scène sur le Murray Franklin Show, d'abord un recroquevillement auquel succède le déploiement de ses bras comme des ailes. Quoi qu'il en soit, cette phase finale de transformation avait déjà commencé dans la scène du réfrigérateur, un véritable cocon. La maladie mentale ainsi que l'indifférence au mieux que la société va lui opposer, voilà des thèmes assez présents dans ce film, et dès la première scène fantasmée de cet Arthur qui se voit dans le public du Murray Franklin Show, on peut dire que le réalisateur nous prévient de nous méfier de ce que le film va nous montrer. Absolument tout est fait dans le Joker pour qu'il soit quasiment impossible de discerner la réalité de la fiction fantasmée par Arthur, et clairement toute l'équipe du film n'a pas du tout envie de donner des clés d'explication, puisque l'objectif est véritablement de nous laisser dans cette incertitude permanente. Une ambivalence de la signification qui s'applique à presque tout, par exemple la fameuse relation entre Penny et Thomas Wayne, qu'on pense d'abord réelle, ensuite complètement fabriquée par Penny, puis vient une dernière photo avec un commentaire signé TW. Décidément, on ne saura jamais rien avec certitude. Arthur est-il mort dans la voiture de police chargée par l'ambulance? A-t-il inventé et raconté toute l'histoire alors qu'il est interné à Arkham depuis le début? Sophie et sa fille ont-elles survécu? Ce film Joker nous propose donc une version des origines de ce personnage mythique, mais sans qu'on soit sûr de rien, et on peut voir là une véritable filiation, une proximité avec le roman graphique The Killing Joke. Après toute une histoire de comédien raté à la vie qui tombe en miettes, après cette mauvaise journée qui devrait pouvoir faire basculer quiconque dans la folie, au final, on n'a qu'un narrateur sans aucune fiabilité qui nous parle de sa vie. Et si ça peut vous intéresser, dans la version que je préfère, quasiment tout ce qu'on voit est vrai, jusqu'à cette scène finale du Joker qui avance dans le couloir blanc d'Arkham en laissant des traces de sang derrière lui, après avoir piétiné non seulement la tête sans doute de cette pauvre psychiatre, mais aussi le rêve de renouveau de Gotham et même la vie de Bruce. Si on voulait catégoriser Arthur, je suppose qu'on dirait qu'il est plutôt sociopathe que psychopathe, puisque tout comme un psychopathe capable de meurtre, il ne ressent aucun remords suite à ses actes, mais surtout il agit de manière souvent impulsive, et l'origine de son trouble semble provenir d'une lésion cérébrale suite aux coups reçus quand il était enfant. Et de ce point de vue, on peut éventuellement discerner une autre influence comics piochée dans les New 52. Dans cette version, en effet, le Joker était enfant entre les mains d'une tante particulièrement violente envers lui. Si on fait un petit bilan dans le film, on constate qu'Arthur a tué sa mère, en tout cas sa mère adoptive, ainsi que ses deux pères de substitution ou projetés, et de ce fait, il a absolument détruit la brique première de la cohésion sociale, à savoir la famille. Bon, c'est vrai, on peut aussi dire que sa famille était détruite avant même qu'il n'y touche, mais Arthur se fout de tout, il ne défend aucune idée, il veut juste la lumière sur lui et voir ces structures qui l'ont toujours ostracisé sombrer dans le chaos le plus total. Je sais, après avoir lu certains commentaires et rencontré certaines personnes, que certains considèrent qu'il s'agit là peut-être d'un bon film, mais pas vraiment d'un film dans l'univers Batman ou Joker. Pourtant, Todd Phillips fait des efforts, il multiplie les clins d'œil, comme par exemple lorsqu'on voit cette tête d'Arlequin, Harley Quinn, sur la chaise devant le bureau du patron d'Arthur quand il le convoque au sujet de la pancarte perdue.
Le réalisateur nous propose même une nouvelle version, et oui, encore une, de la mort des parents de Bruce Wayne, avec à nouveau les perles du collier de Martha qui volent quand on lui arrache, une image qu'on retrouve dans de nombreuses versions, mais cette fois, lorsqu'ils sortent de la salle de cinéma, ils viennent de voir Zorro the Gay Blade, la grande Zorro en VF, une espèce de parodie de ces mauvais goûts de Zorro, alors que dans la version originale de la naissance de Batman, de cet événement fondateur, lui et ses parents sortent de la marque de Zorro, une version bien plus classique et sérieuse. Dans ce film, le Joker devient donc le responsable indirect de leur mort et donc de l'origine de Batman, un choix qu'on retrouvait dans la version de Tim Burton qui poussait le cercle vicieux encore plus loin, puisque chacun, Batman et Joker, était un peu à l'origine de l'autre. Autre référence assez subtile mais visible à la filmographie Batman, il s'agit de la scène où Arthur, le Joker, vraiment est sur la voiture et il commence à danser alors que la foule, le clown, en plein délire de violence, semble fasciné par lui, et derrière on peut voir l'affiche d'un film pornographique, Ace in the Hole, et c'est exactement l'expression, un atout dans la manche, que va utiliser le Joker de Nolan et de Heath Ledger lorsqu'il est prisonnier de Batman et qu'il est suspendu au-dessus du vide. Ce n'est pas un hasard. Certains peuvent aussi regretter de ne pas reconnaître dans cette version du Joker un génie du crime. Personnellement, ça ne m'a vraiment pas gêné dans cette origin story qui se concentre sur le cœur du personnage, à savoir sa folie et son horreur absolue de toutes les normes sociales en place. Et le seul qui trouve encore grâce aux yeux d'Arthur, c'est Gary, son collègue de petite taille, et là on peut y retrouver un clin d'œil aussi à The Killing Joke, quand le Joker s'entoure de personnes qui étaient montrées comme des monstres par un cirque, une foire itinérante. Et effectivement, Gary était un des seuls à faire preuve d'une certaine empathie envers lui, et tout comme lui, il était la cible des moqueries des autres. Joker est donc une sorte de clown triste qui a longtemps dansé au bord de l'abîme, mais contrairement à Charlot dans la scène des temps modernes, Arthur, lui, chutera dans le vide. Comme je l'évoquais déjà dans ma vidéo critique sans spoiler, il y a une sorte de débat assez incompréhensible de mon point de vue qui s'est enflammé aux États-Unis à propos de la violence que pourrait susciter ce film, et cela ne plaît pas beaucoup à son réalisateur. En effet, Todd Phillips ne voit absolument pas dans son film une sorte de pamphlet qui serait en faveur de la moindre violence, fût-elle sociale ou individuelle. J'ai pu lire aussi que certains semblaient reconnaître dans la situation sociale et surtout personnelle d'Arthur une forme de représentation des fameux incels, ces célibataires involontaires qui partagent leur délire misogyne sur des forums sur internet et dont certains se sont rendus coupables de tueries de masse. Alors, de mon point de vue, on est un peu loin de la vérité, d'autant plus que le réalisateur ne connaissait même pas le terme d'incels avant que toute cette polémique ne lui arrive en plein visage. Les tueries de masse, notamment avec des armes à feu, sont effectivement très nombreuses aux États-Unis, c'est un état de fait, mais les mettre sur le dos de films qui sont diffusés sans conséquences particulières dans le reste du monde me paraît quand même un peu imbécile. Il est inévitable certes que quelques spectateurs prennent le film de travers et voient une figure cool dans le Joker, alors qu'il n'est qu'un pauvre type qui a totalement sombré dans la folie et qui sème l'horreur autour de lui. Certains adolescents un peu attardés pourront trouver ça cool, comme je disais, mais les gens capables d'un peu de recul et d'empathie comprendront a priori le message du film. Quoi qu'il en soit, il me semble particulièrement ironique à titre personnel que ce débat au sujet du Joker et de la violence qu'il est supposé pouvoir générer surgisse justement assez peu de temps après la sortie de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Et oui, dans ce film, et sans vraiment spoiler, rassurez-vous, Tarantino nous fait bien comprendre son avis quant à ceux qui pensent que la télé ou le cinéma enseignent le meurtre et l'horreur à la société. Il les défonce avec violence, évidemment, c'est Tarantino, pour que le message soit parfaitement clair et d'autant plus sarcastique. L'art a toujours proposé un reflet, une variation ou encore une évasion par rapport à la société, et malheureusement, la violence n'a jamais attendu l'art pour se déverser. Au passage, si ce t-shirt vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour l'acheter, avec en plus un code pour des réductions, alors que demande le peuple. Et si vous avez apprécié cette vidéo de manière générale, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce en l'air. Et puis si vous ne faites pas tout ça, de toute façon, je serai obligé d'aller chercher votre dossier Arkham et de vous le poster avec le plus grand bonheur. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!